Notre corps ne nous appartient jamais tout à fait. En tant qu'il est visible, il peut devenir objet pour autrui. Et c'est à travers ce regard que nous faisons l'expérience de l'aliénation. Dans cette vidéo, nous explorons, à partir de la pensée de Jean-Paul Sartre, les trois dimensions du corps. Le corps pour soi, le corps pour autrui et le corps pour moi tel qu'il est vu par autrui. Comment le regard des autres transforme-t-il notre rapport à nous-mêmes? Quelle place la liberté conserve-t-elle face à cette objectivation? Autant de questions fondamentales pour penser ce que signifie être un sujet au sein d'un monde peuplé d'autres consciences. Bonjour à toutes et à tous. Le fait d'avoir un corps implique nécessairement la possibilité d'être perçu par autrui. Or, cette visibilité ouvre la voie à une forme d'aliénation propre à l'être humain. Il devient alors essentiel de comprendre comment cette aliénation prend forme. Jean-Paul Sartre distingue trois dimensions du corps. Le corps pour soi, le corps pour autrui et le corps pour moi en tant qu'objet pour autrui. Le corps pour soi désigne le corps tel qu'il est vécu dans l'engagement au monde, à travers une conscience irréfléchie, non thétique, c'est-à-dire une conscience qui ne se pose pas explicitement comme telle. Sartre le décrit comme une conscience qui existe son corps, à la fois comme centre d'action et comme point de vue sur le monde. En tant que centre d'action, le corps incarne le projet du pour soi. C'est par lui que la conscience entre en relation avec le monde, qu'elle agit et se détermine. Toute action devient alors une conduite, et le sujet, dans la pensée sartrienne, en est à la fois le fondement et le responsable. Rien d'extérieur ne contraint absolument le sujet à adopter un comportement spécifique. C'est pourquoi il peut éprouver de la honte ou du regret. Au fond, il sait qu'il aurait pu agir autrement, ce qui rend toute tentative de justification de ces actes fondamentalement vaine. Par la suite, toujours dans le cadre de la première dimension du corps, Sartre affirme que le pour soi existe son corps comme point de vue sur le monde. Cela implique une double réalité. D'un côté, il y a facticité du point de vue. Le sujet doit nécessairement se situer quelque part dans l'espace, puisqu'il ne peut être partout à la fois. De l'autre, il y a contingence. Le fait qu'il soit à un endroit précis n'est pas nécessaire en soi, mais accidentel. Sartre reconnaît que l'individu ne choisit pas son lieu de naissance. Toutefois, il soutient que c'est à lui par la suite de choisir les lieux qu'il investira, les places qu'il occupera au fil de son existence. Ces choix ne sont pas déterminés par des causes passées, qu'il s'agisse de son lieu d'origine ou de ses précédents lieux de vie. Autrement dit, ce n'est ni le fait d'être né en France qui conduit quelqu'un à s'installer un jour en Gaspésie, ni le fait de vivre en Gaspésie qui explique nécessairement un déménagement ultérieur à Québec. Ce passage d'un lieu à un autre est toujours porté par un projet du pour soi. Découvrir un territoire, rencontrer une culture, intégrer une université plutôt qu'une autre, etc. De la même manière, si un sujet choisit de rester dans son lieu d'origine, ce n'est pas simplement parce qu'il y est né ou que ses parents y vivent, mais parce qu'il choisit librement un projet. Rester proche de sa famille, par attachement, ou parce qu'il accorde à ce lien une valeur supérieure à d'autres engagements potentiels. Cependant, chez Sartre, aucune valeur n'est en soi contraignante ou déterminante. Les valeurs ne préexistent pas de façon absolue. Elles sont des réalités humaines créées et reconnues par l'homme. Si des valeurs existent, c'est parce que l'homme les fait advenir par son existence même. Il n'existe donc pas, pour Sartre, de valeurs universelles et transcendantes. Cela signifie que l'être humain est radicalement libre face aux valeurs. Il ne les subit pas passivement, mais il peut les reconnaître, les assumer ou les rejeter. L'engagement du sujet consiste précisément en cette libre reconnaissance de certaines valeurs, qui deviennent alors les siennes. Parce que notre être possède une extériorité, c'est-à-dire qu'il se donne à voir hors de lui-même. Il ne se limite pas à l'être pour soi. Il devient également
un être pour autrui. C'est là la seconde dimension du corps, que Sartre nomme le corps pour autrui. Dans cette dimension, le corps se présente à autrui comme un objet dans le monde, un objet que l'on peut à la fois connaître et utiliser. En ce sens, le corps est aliénable. Il peut être approprié symboliquement, défini par le regard de l'autre. Aliénation survient lorsque mon être devient objet sous ce regard, ce que je suis pour autrui, et non plus pour moi-même. Le regard d'autrui me décentre, le sens de mon être se constitue hors de moi, il m'échappe, et mon corps devient un en-soi, une réalité figée à laquelle autrui attribue une essence. Cependant, je demeure responsable de ce corps-objet, car ce que voit autrui n'est pas une pure projection de son imagination. Le regard de l'autre se construit à partir de mes actions. Mon corps apparaît dans un lieu et sous une forme qu'il n'était pas contraint d'avoir, et il aurait pu être autrement. Ainsi, bien que je sois vu comme un objet, ce regard s'ancre dans ce que je fais, et non seulement dans ce que je suis. Néanmoins, Sartre reconnaît aussi qu'autrui exerce sa propre liberté dans l'interprétation qu'il fait de mes gestes. C'est pourquoi, même si mon être pour autrui découle de mes actes, il ne se réduit jamais à une simple conséquence mécanique de ces actes. Il subsiste toujours une part d'indétermination, un écart entre ce que je fais et ce que l'autre y projette. Enfin, Sartre ne nie pas la réalité objective de certaines caractéristiques physiques, telles que le sexe ou la race. Ces éléments font partie de ce que je suis en tant qu'objet pour autrui, mais ils ne définissent en rien mon être pour soi, c'est-à-dire l'existence vécue de mon corps, en première personne. Or, le sens que prennent ces caractéristiques que l'autre me renvoie, je ne le découvre que par autrui lui-même. Cependant, cet être que je suis pour autrui, sur le mode de l'en-soi, je ne le suis pas pour moi-même. En effet, si je l'étais, cela signifierait que la conscience serait capable d'actualiser pour elle-même cet être que le regard d'autrui lui donne à voir. Or, selon Sartre, cet être que je suis pour autrui n'est pas existé. Il ne fait pas l'objet d'un vécu immédiat de la conscience. En premier lieu, le pour soi n'existe pas son corps comme un en-soi dans le monde. Il vit son corps sous une forme non thétique, c'est-à-dire qu'il ne le vise pas comme un objet posé, mais comme un point de vue et un centre d'action. Le corps est vécu comme ce qui permet à la conscience de se projeter vers ses propres possibles. En somme, comme un choix en acte, et non comme un objet parmi les objets. Ainsi, le corps n'est jamais un objet pour le pour soi, et cet être que je suis pour autrui, je ne le suis pas pour moi, mais uniquement pour l'autre. Ce que je suis aux yeux d'autrui, je ne peux le saisir du point de vue de la conscience qui existe son propre corps. Deux raisons expliquent cette impossibilité. 1. La trop grande proximité que j'ai avec mon corps fait que je ne peux le regarder comme les autres le font. Autrui dispose d'un point de vue extérieur sur mon corps que je ne peux jamais avoir moi-même en tant que sujet existant mon corps. Par conséquent, je ne peux pas connaître cet être que je suis pour autrui comme autrui le connaît. 2. Ce que la conscience découvre à travers le regard de l'autre, c'est-à-dire l'être qu'elle est pour autrui, elle ne peut jamais l'intégrer pleinement à sa propre identité. En d'autres termes, la signification que prennent ces caractéristiques dans mon être pour autrui peut être appliquée à ma personne. Je peux reconnaître que l'autre me voit ainsi, mais elle ne peut jamais être réalisée par moi-même. Autrement dit, je ne peux pas avoir l'intuition d'être pour moi-même ces caractéristiques. Ou, ce qui revient au même, je ne peux pas être pour moi-même un objet. L'intuition de cette objectivité ne m'est accessible qu'à travers les autres. C'est pourquoi ces caractéristiques me sont données comme n'étant pas mon être en soi. Elles restent extérieures à l'essence que j'existe pour moi-même. La troisième dimension du corps renvoie à l'expérience de l'aliénation. C'est à travers cette expérience, selon Sartre, que l'autre nous apparaît véritablement comme un sujet.
En effet, l'aliénation naît de la conscience que le sujet a de la possibilité constante d'être vu par autrui. Autrement dit, c'est dans cette prise de conscience, celle que notre corps peut à tout moment être perçu comme un objet par un regard extérieur, que nous découvrons notre être objet. Cette révélation constitue l'essence même de l'aliénation. Par conséquent, c'est à travers le regard d'autrui que le sujet fait l'expérience de certaines structures affectives fondamentales, telles que la honte, la timidité, mais aussi l'orgueil ou la fierté. Ces vécus ne peuvent survenir en présence d'un simple objet inerte. Ils nécessitent la présence d'un autre sujet, d'un être capable de regard, d'intentionnalité, de jugement. Ainsi, l'expérience d'aliénation suppose 3 éléments inséparables. L'existence du sujet en tant qu'objet pour autrui, la présence d'autrui comme sujet, et la prise de conscience par le sujet de son propre être-objet, tel qu'il se donne dans le regard de l'autre. Autrement dit, bien que tout sujet soit objectivé dans son être pour autrui, éprouver cette objectivation, c'est-à-dire en faire l'expérience vivante, affective, implique nécessairement la reconnaissance d'autrui comme sujet, et non comme simple présence passive. Comme nous l'avons déjà souligné, l'aliénation ne pourrait être éprouvée s'il n'y avait, dans le monde, que des objets. Les structures affectives à travers lesquelles le sujet fait l'expérience de son être-objet, c'est-à-dire de son être pour autrui, présupposent la présence d'autrui en tant que sujet. En effet, si un individu ressent l'aliénation, cela signifie que autrui ne se présente pas à lui comme un simple objet du monde. Car s'il en était autrement, il ne ressentirait pas plus de honte ou de gêne en présence d'autrui qu'en présence d'une table ou d'un arbre. Ce sont les autres, en tant que conscience, qui font émerger la possibilité même de se sentir vu, jugé, objectivé. Ainsi, la seule présence, réelle ou même simplement soupçonnée, d'autrui modifie profondément le vécu corporel du sujet. Il ne s'agit plus du corps pour soi, tel qu'il est vécu de manière non thétique, c'est-à-dire sans être réfléchi, comme un point de vue ou un centre d'action. Le sujet entre alors dans la 3e dimension du corps. Le corps, pour moi, tel qu'il apparaît à autrui. Dans cette dimension, le moi ne devient pas un objet de conscience réflexive. Autrement dit, il n'est pas visé de manière explicite comme un objet dont je prends connaissance, mais il vient hanter la conscience irréfléchie. Ce phénomène est particulièrement visible dans l'expérience de la honte. Nous avons tous déjà ressenti la honte. Si par la suite nous repensons à cet épisode, la honte devient objet de conscience. Elle est réfléchie, analysée, saisie rétrospectivement. Mais au moment même où elle est vécue, la honte n'est pas pensée. Elle est une affection immédiate, un trouble du moi dans sa manière d'exister face à autrui. Et pourtant, Sartre insiste. Même si elle n'est pas thématisée, c'est bien de moi que j'ai honte. Autrement dit, la honte me renvoie à moi-même, non pas à autrui, mais à l'image de moi telle que je crois être vue. Ainsi, cette affectivité n'est pas simplement un rapport à l'extérieur, mais bien une prise de conscience vécue de soi à travers le regard d'autrui, une révélation de mon être objet, qui fait irruption dans ma conscience irréfléchie et la hante. À propos de l'expérience de la honte de soi devant autrui, 2 éléments méritent d'être précisés. Tout d'abord, c'est autrui qui me renvoie à moi-même, en tant qu'il me fait apparaître comme un objet à ses yeux. Cependant, l'autre n'est pas responsable de l'image que je lui donne de moi-même. La honte que j'éprouve ne vient pas de lui, mais de l'acte que j'ai accompli. C'est mon propre geste, mon propre comportement, saisi sous le regard d'autrui, qui devient source de honte. Autrui ne me fait pas honte. C'est moi qui ai honte de moi devant lui. Ensuite, si la présence d'autrui permet ce retour vers moi-même, ce renvoi ne m'est pas imposé de l'extérieur. Il provient de ce que l'autre est un sujet, une conscience, et non un simple objet du monde. C'est parce que je reconnais la subjectivité d'autrui que je peux me vivre comme objet pour lui, et ainsi faire l'expérience de l'aliénation.
Cependant, même si autrui est un sujet, il n'est jamais assuré d'être reconnu comme tel. En effet, la conscience est libre de viser l'autre comme sujet ou comme objet. Autrui ne peut pas contraindre une conscience à le reconnaître dans son être sujet. Qu'en déduire? Que la reconnaissance d'autrui comme sujet, c'est-à-dire la reconnaissance de sa liberté, est un choix libre du sujet. Et par cette reconnaissance, le sujet accepte également de se voir comme il apparaît à autrui. Autrement dit, d'assumer librement son être pour autrui. Dans cette reconnaissance libre de l'autre, le sujet assume volontairement son être pour autrui. En effet, cet être que je suis pour autrui, je ne le suis que pour lui et non pour moi-même. Autrui peut bien me constituer comme un certain être à ses yeux, mais il ne peut pas faire que je le sois pour moi, c'est-à-dire que je m'identifie à cette image. Il faut rappeler que l'être pour soi, tel que Sartre le conçoit, est un être en perpétuel dépassement, ouvert sur ses possibilités, jamais réductible à un objet figé. Ainsi, le corps pour soi n'est pas qualifiable. Il est existé comme un point de vue, comme un élan vers l'avenir. Se voir soi-même comme l'être qu'on est pour autrui, c'est en réalité adopter le point de vue d'autrui, c'est-à-dire sortir du point de vue du pour soi. Il en va de même lorsqu'un individu cherche à se définir lui-même. Pour ce faire, il doit se prendre comme objet, adopter une extériorité à lui-même. Mais dès qu'il pose cette définition, il la dépasse déjà, car le pour soi est toujours au-delà de ce qu'il est. De ce point de vue, l'expérience de l'aliénation, par la honte, la fierté ou l'orgueil, est aussi une manière d'assumer son être pour autrui. Ces affects traduisent des manières diverses de reconnaître que je suis, pour l'autre, un certain être, même si cet être n'est jamais complètement réalisable. Autrui peut vouloir me figer dans une image, me réclamer comme tel ou tel être. Mais ce n'est que librement que je peux faire exister cette image dans le monde. Et jamais mon être pour soi ne pourra coïncider totalement avec ce que je suis pour autrui. Ce constat nous amène aux limites même de toute tentative d'objectivation de soi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a apporté un nouvel éclairage, partagez-la autour de vous. Et vous, que pensez-vous de la manière dont Sartre explique l'aliénation? Dites-le moi en commentaire. Je suis curieux de lire vos réflexions. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et m'encourager à continuer. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast.